poser la notion d'impédance, je propose cet exercice d'acoustique dans lequel vous avez une onde sonore qui arrive dans un tuyau sur un piston, le piston étant relié à un ressort et à un amortisseur. Donc la question c'est comment faut-il choisir les caractéristiques du ressort et de l'amortisseur pour que l'onde ne soit pas renvoyée en arrière, c'est-à-dire pour que l'onde ait l'impression de continuer toujours vers l'avant. Bon, quand on aura trouvé ça, on dit qu'on aura adapté l'impédance du piston à l'onde acoustique. Donc on va voir pourquoi en faisant l'exercice. Alors, je rappelle déjà que de manière générale, une impédance, c'est le rapport d'une grandeur qui est homogène à une force sur une grandeur qui est homogène à une vitesse. Donc ici, en acoustique, pour une onde sonore, c'est le rapport entre la pression acoustique et la vitesse des tranches d'air. Mais on peut aussi donner l'équivalent de l'impédance pour le piston lui-même. Alors, dans cet exercice, je vais noter Zm comme mécanique, l'impédance mécanique du piston, et on va travailler en notation complexe, puisqu'on a affaire à une onde sinusoïdale. Donc la notation complexe est souvent adaptée et ça permet d'éviter de faire de la trigonométrie. Bon, alors, pour résoudre un exercice comme ça, c'est de la mécanique, il faut forcément appliquer la seconde loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, au piston. Donc, comme son déplacement est uniquement horizontal, je vais écrire simplement que la somme des forces horizontales est égale à la masse fois l'accélération du piston. Donc j'y vais, quelles sont les forces en question? Donc il y a les forces de pression, si P est la pression totale au niveau du piston, la force correspondante c'est P fois S. Ensuite j'ai un ressort avec une constante de raideur K. Je mets un signe moins ici parce que si le piston se déplace de X vers la droite, le ressort produit une force de rappel orientée dans le sens opposé, donc moins Kx. J'ai aussi une force de frottement de type fluide avec un coefficient petit f. Et donc voilà, ça c'est la somme des composantes horizontales des forces qui s'exercent sur le piston. Et je dis que ça, c'est égal à la masse fois l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée bien sûr de la vitesse par rapport au temps. Alors, l'idée donc c'est d'isoler P et de l'exprimer en fonction de la vitesse. Or ici, j'ai aussi la position et la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors comment on se débrouille dans un cas comme ça? Eh bien, en notation complexe, c'est assez simple, parce que si je pose V égale V0 exponentielle J oméga t, eh bien, pour avoir la dérivée de la vitesse, il suffit de dériver exponentielle J oméga t, et donc ça fait bien sûr J oméga fois V0 exponentielle J oméga t. C'est-à-dire c'est simplement J oméga fois V lui-même. Alors ensuite, je vais avoir la position. Donc en complexe, c'est pareil. J'intègre une formule comme ça et ça me donne V0 exponentielle J oméga t sur J oméga. Voilà, donc j'ai plus qu'à injecter ces expressions dans l'équation, dans la seconde loi de Newton. Et je vais en profiter pour isoler directement la pression. Donc je garde uniquement la pression à gauche et je dis que c'est égal à 1 sur S fois tout ce qui est à droite. Donc je passe d'abord Kx. Kx, j'ai ici l'expression de X, donc ça me fait K fois V0 exponentielle J oméga t, c'est V, donc c'est V sur J oméga. Donc ça fait K fois V sur J oméga. Ensuite, j'ai FV, donc plus F fois V, plus FV. Et ensuite, j'ai MV point, donc plus M fois J oméga fois V. Alors évidemment, je peux mettre V en facteur. Et j'obtiens directement le rapport P sur V. J'en déduis que P sur V pour le piston, donc c'est égal à 1 sur S, facteur de F, plus J, facteur de oméga V. Alors le V, j'ai déjà sorti, j'ai déjà mis en facteur, donc J oméga fois M
et plus K sur J oméga, sachant que 1 sur J c'est pareil que moins J, donc ça me fait moins J fois K sur oméga. Et bien sûr, je peux regrouper ça, simplifier un petit peu. J'obtiens donc que le Z mécanique, l'impédance mécanique du piston, c'est égal à 1 sur S, facteur de F, plus J facteur de oméga M, moins K sur oméga. Alors pour obtenir maintenant des coefficients de réflexion et de transmission, dans un cas comme ça, il faut toujours écrire des relations de continuité. Donc ici en fait on a deux ondes qui peuvent apparaître dans ce tuyau. Vous avez l'onde incidente I et puis éventuellement vous avez une onde réfléchie R et on va chercher justement à quelles conditions l'amplitude de cette onde réfléchie vaut 0. Alors je vais écrire déjà que la pression qui s'exerce juste à la surface du piston en X égale à 0 plus ou moins, c'est la somme des pressions incidentes et réfléchies. Et de la même façon, la vitesse totale des tranches d'air au niveau du piston, c'est la vitesse des tranches d'air dans l'onde incidente plus la vitesse des tranches d'air dans l'onde réfléchie. Alors au passage, il ne faut pas confondre le sens de propagation de l'onde et le sens ou le signe de VI ou de VR, ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien avoir une onde réfléchie qui part forcément dans le sens des X décroissant, mais avec un VR positif. Alors j'écris donc que la vitesse totale du piston, c'est la somme de la vitesse de l'onde incidente plus de la vitesse associée à l'onde réfléchie. Donc ça c'est la vitesse du piston que je vais noter V. En divisant par VI, j'obtiens bien sûr 1 plus R est égal à T, T étant la vitesse transmise, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse du piston et la vitesse de l'onde incidente. Et puis j'ai donc d'autre part PI plus PR qui est égal à la pression au niveau du piston, sur sa face de gauche. Alors maintenant il faut se souvenir qu'on a une relation de proportionnalité pour une onde progressive entre la pression et la vitesse, pour chaque type d'onde, pour l'onde qui va de gauche à droite d'une part, puis pour l'onde réfléchie de droite à gauche, on a deux relations de proportionnalité qui sont un petit peu différentes, puisque on sait que PI c'est égal à l'impédance acoustique que multiplie la vitesse, mais attention, PR c'est égal à moins l'impédance acoustique que multiplie la vitesse. Donc pour l'onde réfléchie, on a PR égale moins ZVR. Au passage, je rappelle que Z, c'est, comme on l'a montré en cours, c'est ρ fois C. ρ étant la masse volumique du fluide et C la célérité du son. Donc je poursuis mon équation, ça me donne ZAVI moins ZAVR est égal à la pression, et la pression, on vient d'écrire que la pression au niveau de la face gauche du piston, c'est égal à l'impédance mécanique que multiplie la vitesse totale. Donc j'écris ici égale Zm fois la vitesse totale, donc c'est ce que j'ai noté V tout à l'heure. Donc maintenant en divisant à gauche et à droite par VI, j'obtiens ZA moins ZAR est égal à Zm fois la vitesse transmise que je vais, la vitesse totale divisée par VI, donc c'est encore le facteur de transmission en vitesse. Donc finalement j'obtiens deux équations assez simples, j'ai 1 plus R est égal à T, ces facteurs de réflexion et de transmission sont a priori complexes. Et puis d'autre part, en factorisant ici par ZA et en divisant par ZA à gauche et à droite, j'obtiens 1 moins R qui est égal à Zm sur ZA fois le facteur de transmission en vitesse. Alors ici on me demande de calculer le coefficient de réflexion, donc je dois éliminer T.
Alors je vais prendre la deuxième équation, je vais multiplier par ZA sur ZM à gauche et à droite, et que ça me donne donc T est égal à ZA sur Zm qui multiplie 1 moins R. Et donc cette expression, ça doit être aussi égal à 1 plus R. Voilà. Donc j'ai plus qu'à isoler R sur l'ensemble des deux équations. Ça me fait R facteur de 1 plus ZA sur Zm est égal à ZA sur Zm moins 1. Je divise à gauche et à droite par tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Et je multiplie par Zm au numérateur et au dénominateur. Ça me fait ZA moins Zm sur ZA plus Zm. Donc on voit bien sur une expression comme ça que pour annuler l'onde réfléchie, il suffit d'annuler le coefficient de réflexion. Donc il suffit de se débrouiller pour que ZA soit égal à Zm. Donc si ZA égale Zm, le coefficient de réflexion est égal à 0 et il n'y a plus d'onde réfléchie. Alors on voit bien sur une expression comme ça, pourquoi on appelle ça une situation d'adaptation d'impédance. On s'est débrouillé dans ce cas-là pour que l'impédance du piston soit égale à l'impédance du milieu acoustique. De telle sorte que l'onde ait l'impression de poursuivre dans le milieu acoustique. Donc tout se passe pour l'onde comme s'il n'y avait pas de discontinuité, donc pas de réflexion. Alors pour finir, il n'y a plus qu'à identifier l'impédance acoustique. Donc on sait que l'impédance acoustique pour une onde progressive c'est ρ fois C. Et donc ça doit être égal, je veux que ce soit égal, donc je mets un point d'exclamation, à l'expression qui est à droite. Donc il s'agit de F sur S plus 1 sur S fois J oméga M moins K sur oméga. Alors ceci ne peut arriver que si la partie imaginaire est nulle, puisque ρ fois C c'est un réel. Donc il faut d'une part que ceci soit égal à 0. Et donc ça m'implique que K sur oméga égale oméga M. Et donc je trouve K égale M oméga carré. Donc il faut déjà choisir la raideur du ressort de sorte qu'elle soit égale à M oméga carré. Et puis d'autre part, il faut aussi respecter ρc égale F sur S. Et donc ce qu'on cherche c'est F. On isole, ça fait F égale ρ fois C fois S. Donc ça, c'est la caractéristique qu'il faut choisir pour l'amortisseur. Si on respecte ces deux conditions, l'onde poursuit, a l'impression de poursuivre sur le piston, et donc il n'y aura pas d'onde réfléchie. Alors, deuxième exercice dans lequel on va faire intervenir les impédances, on a cette fois une onde acoustique qui arrive sur une membrane qui peut coulisser horizontalement. Donc c'est une membrane de masse M et elle coulisse cette fois sans frottement. Alors il y a un gaz numéro 1 à gauche, un gaz numéro 2 à droite et on veut savoir quelle est l'onde réfléchie et puis quelle est l'onde transmise du côté droit. Donc pour ça, on suppose dans cet exercice que l'onde incidente est une onde sinusoïdale, donc on l'écrit P0 exponentielle I oméga t moins K1x. Alors on est obligé de préciser K1 ou K2 puisque on a dit que les deux gaz 1 et 2 à gauche et à droite de la membrane étaient a priori différents. Donc si on veut introduire un coefficient de réflexion, le coefficient de réflexion il est forcément défini au niveau de la membrane et on admet dans cet exercice que la membrane reste plus ou moins en x égale à 0. Et donc on a par définition le coefficient de réflexion c'est la valeur de l'onde réfléchie en x égale à 0 divisé par la valeur de l'onde incidente en x égale à 0. Donc, bon, je peux écrire ça, bien sûr, PR de 0 sur PI de 0, et bien, je fais x égale à 0 dans cette expression, et j'obtiens P0 exponentielle I oméga t. Donc, j'en déduis bien sûr que PR en 0 est égal à R fois P0 exponentielle I oméga t. Et de manière générale, je sais que l'onde étant réfléchie, l'onde R c'est une onde réfléchie, donc elle se propage dans le sens droite-gauche, et donc son expression générale c'est
une certaine constante que multiplie exponentielle i oméga t plus kx, hein, donc le plus parce qu'on a un déplacement de droite à gauche. Alors il me suffit de faire x égale à 0 dans cette expression, et je m'aperçois que le coefficient a qui est devant, qui représente l'amplitude de cette onde réfléchie, c'est tout simplement r fois p0, hein, donc ce qui peut sembler assez évident avec un petit peu d'habitude. Donc c'est ce que je vais écrire ici. J'ai donc PR, l'onde réfléchie, qui est égale à R fois P0 exponentielle I oméga t plus Kx. Et exactement de la même façon, je pourrais montrer que l'onde transmise est égale à T fois P0 exponentielle de I oméga t moins Kx, puisque bien sûr l'onde transmise dans le milieu 2, c'est une onde progressive dans le sens des x croissants. Alors, j'ai oublié ici de recopier les indices. On a indice 1 pour l'onde réfléchie et indice 2 pour l'onde transmise qui se propage du côté droit. Alors, l'énoncé indique que la somme de la vitesse en x égale à 0 moins et la somme de la vitesse incidente en x égale 0 moins et de la vitesse de l'onde réfléchie en x égale à 0 moins, ça doit être égal à la vitesse de la masse, et ça doit être égal aussi à la vitesse de l'onde transmise en x égale à 0 plus. Alors, c'est très simple à justifier. En fait, la somme de ces deux termes, ça représente la vitesse totale de l'onde du côté gauche. Donc, attention à une chose, il ne faut pas mettre un moins ici. Hein. On compte, par exemple, toujours positivement les vitesses dans le sens gauche-droite, et ce n'est pas parce que l'onde réfléchie se propage dans le sens droite-gauche que le déplacement des tranches d'air associées à cette onde réfléchie se fait de la droite vers la gauche. C'est deux choses différentes. Par exemple, on sait très bien que quand on a une onde transversale sur un ressort, le déplacement des spires se fait de manière perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Hein. Donc il ne faut pas confondre la vitesse des points du milieu et la direction ou la vitesse, la célérité de la propagation de l'onde. Hein. Donc pas de signe moins ici. Bon, alors que dit cette équation finalement? Ici, c'est une équation de continuité. La vitesse des tranches d'air juste avant la masse, c'est égal à la vitesse de la masse elle-même. Pourquoi? Parce que si c'était différent, ça voudrait dire par exemple qu'on a des molécules qui viennent rentrer dans la masse. Donc évidemment, la masse empêche ça. Et c'est valable aussi de l'autre côté. La vitesse des tranches d'air juste à droite de la masse doit être égale à la vitesse de la masse elle-même. Alors, à partir de cette relation, on doit trouver une relation entre les coefficients de réflexion et de transmission. Alors attention à une chose, ici, dans cet énoncé, les coefficients en question, ce sont les coefficients de réflexion et de transmission pour la pression, et non pas pour la vitesse. Donc, il ne faudrait pas écrire, par exemple, je divise par VI et je trouve 1 plus R égale T. Puisque ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça serait vrai pour les coefficients de réflexion et de transmission en vitesse, mais en fait, c'est hors sujet. Donc il faut se rappeler ici que pour une onde progressive, on a une relation simple entre la pression acoustique et la vitesse. On sait par exemple que PI c'est égal à ρC fois VI, donc je vais l'écrire à l'envers, je vais écrire que VI c'est égal à PI sur ρC, alors on est du côté 1 ici. Et puis de la même façon, pour l'onde réfléchie, on a aussi une relation de proportionnalité, mais en fait, il y a un signe moins. Puisque l'onde réfléchie se propage dans le sens droite-gauche. Donc attention, là, il faut écrire PR sur ρ1 C1 pour avoir VR. Et puis, je mets une petite barre quand j'y pense pour me rappeler que j'ai écrit tout ça en notation complexe. Alors, bon, tout ça étant défini en x égale, autour de x égale à 0. Et donc ceci, ça doit être égal à, de la même façon à droite, c'est égal à P transmise divisé par ρ2 C2. Donc cette fois, je peux, en divisant par PI à gauche et à droite, je peux obtenir une relation entre les coefficients cherchés. Donc il s'agit de 1 sur ρ1 C1 moins R sur ρ1 C1 est égal à T sur ρ2 C2. Évidemment, je peux simplifier cette relation en multipliant par ρ1 C1 à gauche et à droite, j'obtiens 1 moins R est égal à ρ1 C1 sur ρ2 C2 que multiplie T. Alors maintenant, je peux appliquer la seconde loi de Newton à la membrane.
Donc sur cette membrane, j'ai uniquement des forces de pression qui vont agir de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc on a une onde incidente qui arrive avec une surpression PI. Et donc la force correspondante, bien sûr, c'est S fois PI en X égale à 0. De la même façon, l'onde réfléchie PR correspond à une surpression à gauche de la membrane, donc elle appuie cette membrane vers la droite. Donc j'ai un signe plus, et par contre, l'air qui est à droite, dont la surpression acoustique est notée P indice T, cet air ne peut que appuyer la membrane vers la gauche, donc il y a un signe moins ici, pour la composante de la force dans la direction de l'axe X. Et donc je dis que ça c'est égal à m fois l'accélération de la membrane. Bon, on peut transformer ça tout de suite puisqu'on a vu que la vitesse de la membrane c'était la même chose que la vitesse de l'onde transmise du côté droit. Donc en fait x de point c'est aussi égal à la dérivée de la vitesse transmise. Alors comme la relation qu'on me demande de démontrer fait intervenir les coefficients de réflexion et de transmission, il faut simplement que je transforme cette vitesse V point en pression. Alors la relation entre pression et vitesse, on l'a écrite tout à l'heure déjà, c'est simplement que la vitesse, c'est la pression divisée par ρc pour cette onde transmise, qui est une onde progressive dans le sens des x croissants. Donc on a bien V point égale à PT point sur ρc, et du côté 2, c'est ρ2 C2. Alors maintenant que j'ai cette équation, ben, je peux tranquillement diviser par PI pour faire apparaître les coefficients de réflexion et de transmission. Et j'en déduis que S facteur de 1 plus R moins T est égal à M facteur de T sur ρ2 C2. Alors maintenant, à partir de cette équation, j'essaye de faire apparaître les coefficients de réflexion et de transmission pour la pression. Alors du côté gauche, ça va, j'ai que des pressions. Du côté droit, par contre, j'ai la dérivée d'une pression par rapport au temps. Mais ce n'est pas tellement un problème puisque on a affaire à une onde sinusoïdale. Donc on sait que PT point, c'est la même chose que J oméga fois PT. Voilà. Pourquoi? Parce que si on se place en x égale à 0, on voit bien sur cette expression que Pt, c'est une constante fois exponentielle I oméga t. Donc si on dérive par rapport au temps, on fait bien sortir le terme en I oméga. Ici, c'est avec un I que je dois le noter. Donc je remplace ça dans l'équation qui est au-dessus, et je vais diviser à gauche et à droite par PI pour faire apparaître les coefficients R et T. Donc j'obtiens S facteur de 1 plus R moins T est égal à M fois I oméga qui multiplie T sur ρ2 C2. Et je fais passer maintenant le T de l'autre côté et j'obtiens S facteur de 1 plus R est égal à M, je vais mettre le 1 d'abord. Donc maintenant je vais faire passer le T de l'autre côté, je vais diviser par S et donc j'obtiens 1 plus R est égal à T facteur de 1 plus I fois M oméga sur S ρ2 C2. Voilà, donc à partir de ça, j'ai obtenu donc un système de deux équations pour les deux inconnus qui sont le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission sur la membrane. Et donc il n'y a plus qu'à isoler R et T. Alors pour ça, par exemple, je peux faire la somme de ces deux équations. Donc la somme des membres de gauche, c'est 1 plus R plus 1 moins R, ça fait 2 tout simplement. Donc j'obtiens 2 est égal à T facteur de ce qu'il y a ici, donc ρ1C1 sur ρ2C2, et de ce qu'il y a ici, donc plus 1 plus I fois M oméga sur S ρ2C2. Alors je peux écrire ça un petit peu autrement, en mettant tout au même dénominateur, et donc moi ce que je veux c'est isoler T. J'obtiens donc
T est égal à 2 fois, je vais multiplier en haut et en bas par ρ de C2, ça me fait 2 fois ρ de C2 sur ρ de C2 plus ρ1 C1 plus I M oméga sur S. Et donc M sur S, dans l'énoncé, on note ça sigma. Alors, dernière question, on demande le coefficient de transmission pour la puissance acoustique moyenne. Donc, on se rappelle pour ça que la puissance acoustique, c'est égal à la surface, la section ici du tuyau, qui multiplie la valeur moyenne de la pression au carré divisé par ρc. Alors, si je veux faire donc le rapport entre la puissance transmise et la puissance incidente, on a la même section à gauche et à droite, et puis à partir de cette dernière question, on suppose qu'on a finalement le même gaz à gauche et à droite, ρ1 égale ρ2, C1 égale à C2. Donc, dans le rapport des puissances transmises sur incidente, les termes en S et ρc vont partir. Et donc, finalement, ici, dans cet exercice, j'aurai simplement comme expression pour la puissance, pour le facteur de transmission en puissance, j'ai moyenne de la pression transmise au carré divisé par la moyenne de la pression incidente, pression acoustique, au carré. Alors, c'est assez simple puisque ici on a déjà calculé le coefficient de transmission. Il s'agit donc de calculer donc, les amplitudes, l'amplitude de ces rapports-là. Donc ça nous fait moyenne de module de t au carré. Donc voilà, pour cette dernière question, on simplifie l'expression du coefficient de transmission en se rappelant que ρ1C1 égale ρ2C2, donc on peut diviser en haut et en bas par ce terme-là, et ça fait simplement donc 2 divisé par 2 plus I M oméga, alors c'est pas M, c'est sigma oméga sur ρc. Voilà, on peut encore un petit peu le simplifier, ça fait un coefficient de transmission qui vaut 1 sur 1 plus I sigma oméga sur 2 ρc. Et donc c'est assez facile d'en faire le module. On en tire t égale module de t, module carré de t est égal à 1 sur 1 plus sigma oméga sur 2 ρc au carré. Voilà donc le coefficient de transmission pour la puissance. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai un micro aujourd'hui. J'espère que je vais tenir l'heure comme ça. J'ai vraiment plus beaucoup de voix. Donc bon, je parlerai vraiment pas fort, quoi. Alors c'est ce qu'on observe quand on se place en un point donné de l'espace. Et en ce point, on vient observer la superposition de deux ondes qui n'ont pas tout à fait la même fréquence. On observe la superposition de deux ondes qui ont des fréquences différentes. Alors, je vais prendre un cas simple pour l'instant, puis je vous montrerai après comment on fait dans le cas plus général. Donc, première onde, j'ai noté Y1. Alors, je prends en notation complexe. Je vais écrire A exponentielle J oméga 1t. Ça correspondrait à A cos oméga 1t. Voilà, ça va être la première onde. Et pour faire un cas simple, je prends une autre onde qui a la même amplitude, mais une fréquence un petit peu différente. Donc une pulsation oméga 2, légèrement différente de oméga 1. Voilà, je fais la somme de ces deux ondes-là. Donc voilà, je vais pouvoir représenter les pulsations. Mettons que oméga 1 est au-dessus, oméga 2 un petit peu en dessous. Et je peux introduire la pulsation moyenne, je vais l'appeler oméga m. Bon, il n'y a pas que moi qui suis en fin de vie aujourd'hui.
Donc je calcule la somme en complexe. Alors, moi je vous conseille de vérifier que vous êtes toujours capable de refaire les démonstrations en notation réelle. On doit pouvoir passer de l'une à l'autre. Bon, moi j'essaie d'aller au plus court, mais avec quelques formules de trigonométrie, on arrive à la même chose. C'est bien de voir si vous êtes capable de le faire. Donc en complexe, je factorise par A bien sûr, mais je factorise aussi par la pulsation moyenne, c'est-à-dire que je factorise par exponentielle J oméga M. Donc qu'est-ce que c'est que oméga 1 par rapport à oméga M? Ben, si je note, mettons delta oméga, la différence oméga 1 moins oméga 2, oméga 1 moins oméga M, c'est cet écart delta oméga divisé par 2. Voilà, donc je rajoute, pour avoir y1, il suffit que je rajoute exponentielle j delta oméga sur 2 t. Pour avoir y2, évidemment, il faut que j'enlève la même quantité, delta oméga sur 2 t. Voilà, qu'est-ce qu'on reconnaît dans cette parenthèse? Voilà, on reconnaît un cosinus. Donc, je vais écrire 2 cosinus de delta oméga sur 2 fois t. Et donc, si je repasse au final en notation réelle, ça nous fait donc y égale a cos oméga mt fois 2 cos delta oméga sur 2t. Je l'ai écrit un tout petit peu différemment, je fais passer le 2 et le deuxième cos devant. Voilà. Et donc, j'analyse un peu la formule. Vous voyez, je la décompose en deux. Si je considère que oméga 1 et oméga 2 sont très proches l'une de l'autre, c'est-à-dire si je considère que delta oméga est très inférieur à oméga, eh bien ce terme-là, il varie beaucoup plus lentement que celui-là. Donc, cette partie-là, elle va varier lentement, cette partie-là, elle va varier vite dans le temps. Alors, je fais l'hypothèse. Si delta oméga est très inférieur à oméga, c'est-à-dire à oméga m par exemple, cette partie varie lentement. Voilà. Alors que là, on a des oscillations rapides. Alors, quand je dis varie lentement, ben, avec quelle est la période, par exemple, de cette fonction-là. Alors, déjà, visualisons un petit peu ce que ça veut dire. Là, dans le polycopier, vous avez un petit graphique que vous pouvez coller. Celui-ci, vous pouvez le coller à cet endroit-là. Donc, ça représente ce qu'on est en train de faire. Vous avez ici les deux sinusoïdes de même amplitude que l'on a superposés. Et vous voyez, elles sont très légèrement décalées en fréquence. Ce qui fait qu'à certains moments, elles se superposent bien. On dit qu'elles se superposent constructivement. Et à d'autres moments, elles sont au contraire en opposition de phase. Opposition de phase, ça veut dire que quand il y en a une qui est au max, il y en a une autre qui est au minimum. Évidemment, quand c'est le cas, eh bien, au final, l'amplitude de la superposition, c'est 0. Donc, quand on superpose ces deux sinusoïdes, ben voilà ce qu'on obtient. Quelle est la forme de cette courbe-là? Par quoi c'est déterminé? Eh bien, ça, c'est donné exactement par la première partie. Vous avez en fait, au final, vous avez une fonction cosinus qui varie vite, mais qui est multipliée par une certaine amplitude qui dépend relativement lentement du temps. Voilà. Vous avez des oscillations à la même fréquence à peu près que les sinusoïdes de départ, mais l'amplitude de ces oscillations est modulée par une oscillation qui est sinusoïdale elle-même, mais de fréquence beaucoup plus faible. Voilà ce qu'on obtient.
Donc moi, ce que je voudrais calculer, c'est la période de l'enveloppe. Vous voyez, l'enveloppe, c'est la courbe là, qui délimite ces sinusoïdes. Quelle est sa période? C'est donné par la période de cette fonction-là. Donc voilà, c'est juste des maths élémentaires, on y va. Donc, période de l'enveloppe. Je la note T enveloppe. Et donc elle est telle que delta oméga sur 2, ça soit égal à 2pi sur T enveloppe. Bon, donc j'ai T enveloppe au 4pi sur delta oméga. Et si je divise tout par 2pi, ça fait 2 sur delta F. Donc F, c'est la fréquence correspondant à la pulsation oméga. Hein. Et je peux en déduire aussi ce qu'on appelle la période des battements. Donc c'est ce que vous avez mesuré par exemple une fois en TP l'année dernière. Il y a deux pendules qui faisaient des battements. Eh bien, les battements, en fait, c'est donné par la durée qui sépare deux pics d'oscillation. Donc en fait c'est la moitié, on voit tout de suite, c'est la moitié de ce qu'on appelle la période de l'enveloppe. Donc j'en déduis T battements. Donc là il faut voir le petit graphique pour comprendre ce que je dis. Hein. T battements, c'est donc la moitié de ça, c'est 1 sur delta F. Voilà, une formule qui est au programme. Je ne dis pas que c'est extrêmement important pour ce qu'on va faire ensuite, mais c'est à savoir. Vous superposez par exemple deux sinusoïdes de fréquence 100 Hz et 102 Hz. Et bien, ce que vous entendez, c'est une modulation à 2 Hz. C'est-à-dire que 2 fois par seconde, vous allez entendre un son fort. Voilà. Bon. Alors, pour les applications, par exemple, les accordeurs de piano, ils marchent avec ça. Vous avez un son de référence. Hein, si quelqu'un vient accorder un instrument de musique comme un piano, après les autres je ne sais pas trop, eh bien, on appuie sur une touche d'un appareil qui fait un son de référence, et puis on fait sonner la corde de piano qui est censée vibrer à la même fréquence. Bon, si à ce moment-là vous entendez des battements, c'est-à-dire des oscillations lentes 3 fois par seconde, ça veut dire qu'il y a un décalage de 3 Hz entre les deux. Donc on se débrouille, dans ce cas on tend un petit peu la corde ou on la détend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ces battements. Si on n'entend plus les battements, ça veut dire que les deux sont accordés. Oui. C'est juste parce que ce qu'on appelle la période des battements, c'est la durée qui sépare un maximum d'oscillation, donc à un endroit, un moment où on va entendre un son fort, du maximum suivant. Voilà. Et donc si on regarde ce graphique ici, ce qu'on appelle la période de l'enveloppe, c'est la période de la fonction que je montre ici. Donc, en fait la période, c'est la distance entre un maximum et le deuxième maximum suivant. Voilà. Donc il y a un rapport du simple au double. Donc comme on a trouvé 2 sur delta F pour la période de l'enveloppe, on divise par 2, c'est tout. Oui. Un battement, c'est justement pas la période de l'enveloppe. J'ai peut-être pas. Voilà, c'est ça. C'est une demi-période de l'enveloppe. Alors, maintenant, les ondes stationnaires. Donc, c'est le grand B. Alors, je commence par un exemple simple avec une corde. Vous avez une corde qui est quasiment infinie à gauche. On envoie une onde depuis la gauche et il y a un point de fixation sur, mettons, un mur. Point fixe à l'abscisse, mettons x égale à 0. Voilà, j'ai une certaine onde incidente. Mettons que l'onde incidente soit sinusoïdale.
bien, qu'est-ce qu'on aura sur la corde? On aura donc une onde sinusoïdale du type A, je vais le mettre en complexe, réel ici, en notation réelle. Donc A cosinus oméga t moins kx. Si ici je dis que j'ai un point fixe, ben, on a vu plusieurs fois là quand on a fait le calcul des coefficients de réflexion et de transmission, je vous ai expliqué aussi qualitativement pourquoi tout se passe comme si le point fixe décidait de créer une onde de même amplitude et renverser. Cette onde, c'est une onde qui repart à l'envers. Donc, une onde d'amplitude opposée, pour que le point fixe ne bouge pas, en x égale à 0, et qui repart à l'envers, donc du type cosinus de oméga t plus kx. Voilà, donc c'est un cas qu'on peut observer facilement. Alors, essayons de voir mathématiquement comment on peut transformer ça. Ici, quand on l'écrit comme ça, on voit ça comme une superposition d'une onde qui arrive et d'une onde qui repart. Mais en changeant un petit peu sa forme mathématique, on peut le voir tout à fait autrement. Alors, c'est juste un petit peu de trigonométrie. Au passage, pendant que j'efface le tableau, pour y réfléchir, comment est-ce qu'on peut transformer un cos de A moins B, hein, puis vous essayez de faire une petite transformation. Voilà, donc peut-être avec ce petit temps de réflexion, vous êtes souvenu cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Ça correspond à un produit scalaire. Et puis vous avez une inversion de signe pour les sinus avec ça. Donc, ici, qu'est-ce qui va rester au final? Je vais essayer de ne pas tout écrire. Ce terme-là, il va donner un terme en cos oméga t, cos kx. Celui-là aussi. Et comme il y a un signe moins, ces deux termes ils vont s'annuler. Donc il ne va rester que les termes en sinus. Là, par exemple, je vais avoir sinus oméga t, sinus kx. Et là, je vais avoir moins sinus oméga t, sinus kx. Donc en fait, je vais avoir 2a sinus d'oméga t, sinus kx. Alors, vous voyez en fait, ce qui différencie cette nouvelle expression de l'ancienne, c'est que ici, on avait un terme propagatif x croissant. Ici, on avait un terme propagatif en sens x décroissant. Alors que maintenant, on n'a plus du tout de terme propagatif. En fait, ça, je vais réécrire, je vais inverser les termes. C'est pareil que 2a sin kx, sin oméga t. Alors, qu'est-ce que c'est que sin oméga t? Ben, ça fait une oscillation sinusoïdale. Et à côté de ça, on a une multiplication par 2a sin kx. Alors, s'il n'y avait pas de sin kx, ça voudrait dire qu'on a une sinusoïde d'amplitude constante. En fait, là, on a une sinusoïde, mais dont l'amplitude dépend du point x. Autrement dit, vous avez tous les points du milieu qui oscillent sinusoïdalement à la même fréquence. Et c'est simplement l'amplitude de cette oscillation qui va dépendre du point x. Il va y avoir des points pour lesquels sin kx est grand. Dans ce cas, ces points ils vont osciller fort. D'autres points pour lesquels sin kx est nul et qui ne vont pas osciller du tout. Donc c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Alors je vous montre ça. Voilà. Donc ça correspond à peu près à ce qu'on est en train de faire, sauf que là c'est pour le son. Hein. Donc mathématiquement, la superposition d'une onde sinusoïdale dans le sens gauche-droite et d'une onde sinusoïdale dans le sens droite-gauche, même amplitude, ça donne ça. Donc là on comprend bien visuellement pourquoi on appelle ça une onde stationnaire. Vous avez des points au milieu, hein, qui ne bougent jamais. Et vous avez des points, par contre, à côté, qui bougent énormément. Donc, par exemple, les points qui ne bougent jamais, dans le cadre des instruments de musique, des instruments avant, on appelle ça des nœuds, comme pour une corde, comme si la corde était nouée à certains endroits. Hein, comme si on l'avait attachée. Elle ne bouge pas. Et puis, vous avez des points qui vont avoir une forte amplitude à certains moments. Et donc, on appelle ça des ventres. Voilà. Ce vocabulaire usuel, nœud et ventre. Donc en fait, voilà, on vient de créer une onde stationnaire. Alors on le voit un petit peu autrement, là, avec des particules qui correspondent à des particules qui sont affectées par
une onde de type sonore. Voilà. Mathématiquement, la superposition de ces deux images, celle-ci et celle-là, ça donne ça. Et au final, hein, vous regardez, quelle que soit l'image, puisqu'il s'agit d'ondes, je ne sais pas si vous les voyez, mais si vous suivez une petite particule là-dedans, ces particules, elles restent sur place. Au final, elles font juste des petites oscillations. Hein. Elles n'avancent pas vers la droite, elles restent sur place. Bon. Là aussi, elles restent sur place. Simplement, on a une perturbation qui a l'air de se propager vers la droite, ici une perturbation qui a l'air de se propager vers la gauche. Ici, on a l'impression, effectivement, que ça fait du surplace. Hein. Et voilà comment c'est décrit mathématiquement. Donc, ce qu'on voit, c'est que des ondes dites stationnaires, comme ça, dans lesquelles la partie spatiale et la partie temporelle sont découplées, eh bien, on peut toujours les écrire sous la forme d'une superposition de deux ondes progressives qui se propagent dans des sens opposés. Et puis on peut voir si on peut faire l'inverse. Alors peut-être déjà je vais écrire ça. Ça c'est une fonction, cette amplitude qui dépend du point x, je vais l'appeler f de x, g de t. Et donc de manière générale, quand on peut écrire une perturbation sous la forme un certain f de x fois un certain g de t en notation réelle, parce qu'en complexe on peut faire tout ce qu'on veut. Quand on peut faire ça en notation réelle, on dit qu'on a une onde stationnaire. Voilà, donc on comprend par exemple qu'il n'y a pas de propagation d'énergie là-dedans, puisque vous voyez, il y a des points qui ne bougent pas. Et si ces points ne bougent pas, l'énergie ne peut pas se propager de gauche à droite. Dans une situation comme ça. Alors, donc, stationnaire, voilà, je vais rajouter pas de terme propagatif, hein, c'est aussi comme ça qu'on peut le voir. Quand je vous ai dit, je vous ai expliqué au début comment on reconnaissait une fonction d'onde. Dans une fonction d'onde, vous avez toujours un terme t moins x sur c ou x moins ct. Et ici, vous n'avez pas ça. Vous avez x qui est séparé de t, fonction réelle. Onde stationnaire, donc je rajoute ça, pas de terme propagatif. Alors, on peut faire l'inverse. Si je prends une onde progressive toute seule, dans le sens x croissant, si y égale a, alors je prends une onde sinusoïdale, hein, mais je pourrais faire quelque chose de plus général. Si y égale a cos de oméga t moins kx, plus éventuellement une certaine constante, je vous montre maintenant qu'on peut transformer cette expression en une somme de deux ondes stationnaires. Là, on a vu que une onde stationnaire pouvait être réécrite sous la forme de deux ondes progressives, on peut faire l'inverse. Donc, cette onde-là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Par exemple, je vais regrouper le phi avec oméga t, ce sera plus clair. Ça fait a cos de oméga t plus phi moins kx. Et puis, ça, si vous voulez, ça va être un petit a. Et ça, un petit b. J'écris a et b pour que ça vous fasse penser aux formules de Trigo. Non, c'est pas A, c'est pas terrible parce qu'il y a un autre A. Alors l'autre A, je vais l'appeler grand A, peu importe. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Je vais à gauche. J'applique encore la formule cos de a moins b. Je vais le faire en même temps que moi pour vérifier s'il vous rappelle la formule. Donc finalement, cette onde-là que je considérais comme une seule onde progressive dans le sens des x croissants, en fait, je m'aperçois ici que je peux réécrire sous la forme de deux ondes stationnaires, parce que ici, j'ai un terme qui dépend que du temps. Ici, un terme qui dépend que de l'espace. L'espace x. Voilà.
pareil ici. Donc, vous voyez, on peut travailler dans les deux sens. Si j'ai une onde progressive, je peux la transformer en une somme de deux ondes stationnaires de même amplitude. Si j'ai une onde stationnaire, je peux la réécrire sous la forme de deux ondes progressives. Donc on peut faire ce qu'on veut avec ces ondes-là. Donc à certains moments, dans certains exercices, il est plus simple de travailler directement avec des ondes stationnaires. Par exemple, si vous avez une corde qui est limitée par deux points de fixation, c'est quand même assez courant dans les instruments de musique, eh bien, on peut chercher des solutions sinusoïdales, par exemple, en ondes progressives. Donc, ça va être des ondes qui vont rebondir sur les différentes extrémités, mais on peut aussi chercher directement des solutions sous la forme onde stationnaire. Toute onde stationnaire harmonique est la somme de deux ondes progressives harmoniques et réciproquement. Donc à chaque fois qu'on aura un problème dans lequel interviennent certaines périodicités, par exemple des ondes qui se propagent sur une corde de guitare, eh bien, ça justifiera une autre méthode de résolution. On cherchera directement des solutions de l'équation de d'Alembert sous la forme d'ondes stationnaires. Alors j'avais prévu une petite image que vous pouvez coller pour ça, pour visualiser un petit peu ce qui se passe. Celle-ci. Voilà, vous pouvez la coller à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Vous avez une onde, l'onde stationnaire, là, c'est celle qui est en trait continu. Cette onde, on peut la considérer, c'est une onde sinusoïdale, on peut la considérer au départ comme la somme de deux ondes sinusoïdales qui coïncident. Ce sont les deux petites vagues qui sont à l'intérieur. Au départ, ces deux ondelettes coïncident et se superposent constructivement. Sauf que dans ces deux petites ondelettes, il y en a une qui est en pointillé, qui va se déplacer peu à peu vers la gauche, et il y en a une qui est en un trait continu un peu plus clair, qui se déplace vers la droite. Alors, vous voyez, ça se déplace peu à peu, et ici on arrive à T sur 4. La petite horloge dit T sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune de ces ondelettes, qui sont des ondes progressives, s'est déplacée de lambda sur 4 par rapport à sa position initiale. Alors si chacune s'est déplacée de lambda sur 4, comme elles vont toutes les deux dans des directions différentes, l'une par rapport à l'autre, elles se sont décalées de lambda sur 2. Mais si elles se décalent de lambda sur 2, l'une par rapport à l'autre, ça veut dire qu'en un endroit donné, quand l'une est au maximum, l'autre est au minimum. Autrement dit, on peut prévoir comme ça qu'à l'instant t sur 4, grand T c'est la période bien sûr, eh bien la forme de la corde c'est tout plat. Bien sûr ça ne va pas rester plat parce que c'est de la mécanique, hein, il y a de l'inertie, il y a une certaine vitesse, donc la corde elle va repartir dans l'autre sens. Hein. Et voilà, on prévoit qu'au bout de t sur 4, la corde est toute plate, et inversement, si je rajoute t sur 4 encore, au bout de t sur 2, la corde, elle va être de nouveau avec un maximum d'amplitude et qui va se faire dans l'autre sens. Application. À la recherche de solutions. De l'équation de d'Alembert. Alors, bon, l'équation d'Alembert, je rappelle, donc, D2 a été rond, D2Y sur dx2 moins 1 sur C2, D2Y sur dt2 est égal à 0. J'espère que vous la connaissez par cœur. Alors, si je veux trouver une forme onde stationnaire pour Y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y, c'est une perturbation dépendante du temps et de l'espace, que j'écrivais avant sous la forme d'une fonction de x moins ct ou de x plus ct, ben maintenant j'essaie de l'écrire directement sous la forme d'une onde stationnaire. Je regarde si ça peut être solution, l'équation de d'Alembert. Donc je vais l'écrire une certaine fonction de x fois une autre fonction de t.
et j'injecte ça dans l'équation différentielle. Donc l'équation d'Alembert, elle me dit d2y sur dx2. G ne dépend pas de x, donc quand je dérive y, il suffit de dériver f. Ça me donne d2f sur dx2. Bon, je mets des d droits ici parce que f ne dépend que d'une variable, la variable x. d2f sur dx2 fois g de t moins 1 sur c2, plutôt égal 1 sur c2, d2y sur dt2, ça fait f fois d2g sur dt2. Voilà. Alors, je vais noter ça. Ça va jusque-là? Donc, pour résoudre ça, je vais regrouper tout ce qui dépend de x du côté gauche. C'est-à-dire que le terme là, je le fais passer à gauche. Et tout ce qui dépend du temps, je le fais passer à droite. On dit qu'on sépare les variables quand on fait ça. Donc ça me fait 1 sur f d2f sur dx2. Tenez, je vais le mettre plus simplement f seconde de x est égal à 1 sur c2 fois 1 sur g d2g sur dt2. Je vais noter ça, 1 sur g fois g 2 points, comme vous l'écrivez déjà en mécanique première année. Voilà, f c'est une fonction, hein, f de x, g de t. Voilà, ce qu'on appelle en maths la méthode de séparation des variables pour résoudre une équation différentielle. Je ne sais pas si ce terme-là, vous l'avez déjà entendu. Non? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire de très simple hein, à partir de cette équation-là? De quoi dépend le terme de gauche? Uniquement de x. Et donc ça, c'est dépend seulement de x. Et à droite, seulement de t. Quand on dit que ça dépend que de x, ça veut dire que ça ne dépend pas du temps. Donc on a quelque chose qui ne dépend pas du temps, qui est égal à quelque chose qui ne dépend pas de l'espace. Autrement dit, ça ne dépend ni du temps, ni de l'espace. Donc en fait, c'est une constante. Je peux l'appeler n'importe comment, je l'appelle A. Donc pensez à ça. Une chapiture les ondes, c'est quelque chose qui simplifie la résolution des équations. Constante A qui dépend ni de x ni de t. C'est ça que ça veut dire constante. Voilà. Bon alors du coup, c'est pas si dur que ça. Hein, ça a l'air assez horrible deux lignes avant. On s'aperçoit que c'est tout simple. En fait, vous avez donc, premièrement, dérivée seconde de f qui est égale à a fois f. Et puis g, bon, on s'en occupe après. Alors, quelles sont les solutions, rappelez-vous de la première année, quelles sont les solutions mathématiques de cette équation différentielle? Ça dépend de quoi déjà, le type de solution? Il y a plusieurs cas de figure, en fait il y en a 3. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Oui. De la valeur de A, et plus précisément, qu'est-ce qu'il faut regarder sur A? Alors, il y a une des solutions, c'est les solutions harmoniques. Quelle que soit la valeur de A. Voilà, donc, ce qu'il faut voir, c'est le signe, effectivement, de A. Est-ce que A est positif ou négatif? Alors, on précise maintenant, on balaye rapidement les 3 cas mathématiques. Si A est supérieur à 0, donc là j'espère que ça commence à vous rappeler quelque chose, allez Quentin, si A est supérieur à 0, quelles sont les solutions? Voilà, ce sont les solutions de type exponentiel. Je ne vais pas refaire toute la théorie des équations différentielles, mais en gros, ordre 2, linéaire,
linéaire, donc je peux superposer toutes les solutions particulières. On a des exponentielles comme ça. Alors, comme ici, je travaille sur un milieu qui est a priori pas limité, je dois interdire du côté droit des solutions exponentielles croissantes, et du côté gauche, je dois interdire des solutions en exponentielle décroissante. Ça diverge. Donc ça, j'évacue ce cas-là. Divergence. Donc on laisse tomber le cas où A est strictement supérieur à 0. Après, mathématiquement, grand A égale à 0. Voilà. Allez, je vous laisse chercher rapidement, retrouver rapidement les solutions. Ax plus b, fonction linéaire. Bon, je crois qu'il va falloir revoir un chapitre de maths. Donc, solution. Voilà. Bon, moi je ne vais pas m'intéresser à ce type de solution. Ça ne représente pas des choses intéressantes physiquement. Donc, en pratique, on va laisser tomber ce cas-là aussi. Et le cas intéressant en physique, ce sera toujours le cas où on tombe sur une équation différentielle avec un A qui est négatif. Dans ce cas-là, on obtient, comme vous le savez, j'espère, des solutions sinusoïdales. Au fait, c'est pas Y. Je suis en train de parler de F. Bon, solution sinusoïdale, donc du type A cosinus kx plus B sinus kx. Et si j'écris ça, quel est le lien entre K et A? Vous n'arrivez pas à voir mathématiquement que sinus kx est solution de ça? Vous dérivez une fois sinus kx, allez, on fait deux têtes. On dérive une fois sinus kx par rapport à x, ça fait k cosinus kx. On redérive, ça fait. Donc en fait, il faut que grand A soit égal à moins k au carré. Autrement dit, k, c'est racine de moins 1. Je rappelle que A est négatif. Voilà, la condition. Bon, alors, remarquez, on peut aussi l'écrire sous la forme d'une certaine amplitude. Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler. C'est sinus de kx plus une certaine constante phi. Voilà. Vous devez savoir passer de cette forme-là à cette forme-là. Je ne vais pas refaire quand même tout le cours de maths là-dessus. Bon, donc du côté de F, c'est fini. Maintenant pour G. Donc je rappelle, d'autre part, la constante A, c'était 1 sur C carré, dérivée deuxième de G sur G. On peut l'écrire autrement, soit G de point est égal à C carré fois G. Donc on reste dans ce cas où A est négatif. Et dans ce cas-là, le seul cas qui est vraiment intéressant, A inférieur à 0, on obtient le même genre de solution. G de t est égal, c'est une combinaison a priori de sinus ou cosinus. Et je peux aussi l'écrire comme ça. Alors je vais l'écrire avec juste un sinus. Donc c'est une certaine constante, bon je vais l'appeler D, sinus de un certain oméga t plus une certaine constante phi
j'utilise une autre notation pour phi, parce que les deux a priori sont différentes. Il faut que je vérifie cette équation-là. Donc avec bien sûr, il suffit de dériver 2 fois ça, il y a moins oméga carré qui sort, qui doit être égal à ça. Avec moins oméga carré est égal à c carré. Donc autrement dit, oméga c'est c fois racine de moins 1. C'est-à-dire encore oméga égale k fois c. Voilà, j'espère que ça vous dit quelque chose, oméga égale k fois c. En fait, on retrouve exactement le genre de relation qu'on avait entre oméga et k pour une onde progressive. J'ai essayé ici de chercher des solutions sous la forme f de x fois g de t, et je suis tombé sur une solution comme ça. Alors, cette solution, pour résumer, comment je peux l'écrire? Je vais écrire la fonction que j'ai obtenue, donc f fois g, je peux l'écrire sous la forme d'une certaine constante, donc f de x et t égale 1 fois sinus de kx plus phi fois sinus de oméga t plus un autre phi est solution de l'équation de D'Alembert. À condition quand même que oméga égale k fois c. Voilà. Alors, comme l'équation de D'Alembert est une équation différentielle linéaire, je peux superposer deux solutions quelconques. Ça sera encore solution. Voilà. Donc, si j'ai deux solutions particulières, par exemple sous cette forme-là, je peux les superposer, ce sera encore une solution. Voilà. On se servira de temps en temps de ça. Il y a des questions sur ça? Alors j'arrive au grand C, sur les interférences qu'on verra très souvent en optique ondulatoire. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre polycopier, il y a deux points qui sont marqués S1 et S2, les points sources. Donc ça peut représenter plein de choses, mais mettons pour visualiser facilement, vous imaginez qu'on voit depuis le haut une surface d'eau et on tapote régulièrement au point S1 et S2. Voilà. Tous les dixièmes de seconde, il y a une pointe qui vient taper de manière synchrone en S1 et en S2. Donc ces pointes, elles vont déclencher autour de S1 et autour de S2, vont déclencher l'apparition de vaguelettes qui vont s'écarter à vitesse constante si la profondeur par exemple est constante. Et elles vont finir par se superposer en n'importe quel point. Alors je peux prendre un point par exemple ici, et mettons, pour fixer les idées on va appeler P ce point-là. Regardez ce point, on est à deux longueurs d'onde de S2 et à 3 longueurs d'onde de S1. Donc je refais le schéma ici. Donc je dessine les deux sources synchrones. Et puis j'ai mis un point P ici. Voilà. Imaginons par exemple que les ronds épais, ça représente des sommets de vagues. Dans ce cas, les ronds qui sont fins, ça représente des creux de vagues. Dans les deux cas, c'est une amplitude qui est importante, une amplitude d'oscillation importante. Donc, on voit bien, par exemple, qu'au point P que je viens de choisir, ici, la hauteur de la vague
est particulièrement importante, puisque vous avez deux vagues, celle qui provient de S1 et celle qui provient de S2, qui se superposent constructivement. L'amplitude totale, c'est-à-dire la hauteur totale, ça sera la somme des hauteurs de chaque vaguelette. Voilà. Et puis, si on attend un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le creux de la vague, la même vague, le creux suivant, il va arriver en même temps que le creux de la vague qui provient de S2. Le creux provenant de S1 va arriver en même temps que le creux provenant de S2. Autrement dit, toujours au niveau de ce point P, et là, on aura un creux particulièrement important. Bref, ce point P, là, il va osciller avec une très forte amplitude. Il va monter très haut, il va descendre très bas. Il y aura une forte agitation. Et ce qu'on peut voir point par point sur ce dessin, par exemple, c'est que tous les points qui sont sur cette ligne rouge, là, vous pouvez en repasser une en rouge, parce que vous n'avez que du noir et blanc, tous les points qui sont sur cette ligne rouge auront une forte oscillation. Voilà. Avec ça, on peut se demander, on voit point par point que ça fait une ligne assez régulière, on peut se demander quelle est l'équation de cette ligne. Ces lignes où l'agitation est très importante, on appelle ça une frange d'interférence. Par analogie avec ce qu'on va faire après en optique ondulatoire. Alors, mettons en équation ce problème. Donc il y a une perturbation qui est due à S1. Je vais la noter, notation réelle, je pense. Je vais la noter grand A, cosinus de... Alors j'introduis la période et la longueur d'onde. Donc petit t sur grand T moins x sur lambda. Alors c'est pas x, pardon. Comment je vais appeler la distance entre S1 et P? Je vais l'appeler D1, mettons. Et l'autre, je vais l'appeler D2. Distance parcourue par longue 2. D1. Alors, je fais la même chose pour longue 2. Donc là, c'est cette perturbation, évidemment, si on laisse la l'onde, si on la laisse s'étaler à 2 dimensions, elle va partir de la même façon dans toutes les directions. Donc, l'amplitude ne dépend que de la distance au point source S1. Je fais la même chose pour l'onde 2, et je vais supposer qu'elle a la même amplitude. Et puis elles sont synchrones. Hein. Elles sont synchrones, c'est-à-dire que quand D1 égale D2 égale à 0, eh ben, j'ai la même amplitude pour les deux. Oui, alors, pourquoi je l'ai écrit comme ça? Parce que je vous ai montré que oméga, en général, j'écris cos de oméga t moins kx. Mais je vous ai montré que oméga, c'est 2pi sur grand t. Et k, c'est 2pi sur lambda. Et ici, c'est plus x, parce qu'il n'y a pas une seule dimension, il y en a deux. Donc ce qui compte, c'est juste la distance à la source. Que je note D1. Bon, alors je fais la somme des deux, comme avant. Donc, perturbation totale. En un point P quelconque, à distance D1 de S1 et à distance D2 de S2. Bon, je fais la somme mathématique. J'obtiens Y égale 1 cosinus, je vais appeler P, plus cosinus Q, avec bien sûr, là, je vais le noter à gauche, P c'est tout ce qui est là-dedans, et Q c'est ce qui est en dessous. Voilà. Celle-là, on peut la retrouver facilement avec cos A moins B, cos A plus B. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé de connaître ça par cœur. Moi-même, je ne sais pas si j'ai essayé de l'apprendre par cœur, mais enfin, à force, ça rentre. Donc ça fait 2A cos P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2. Bon, qu'est-ce que ça donne?
ça fait 2A. Alors le cos de P plus Q sur 2, c'est quoi? P plus Q sur 2. Bon, ben, il y a le terme 2pi fois T sur grand T, ça reste là. Et puis à côté, il y a moins 1 demi de D1 plus D2 sur lambda. Et puis, voilà, il y a 2pi devant, donc fois pi. Ouais, je mets comme ça. Alors, ça, c'est le premier terme. Puis l'autre cos. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans, finalement? On a une oscillation sinusoïdale dans le temps. Donc, ça veut dire que chaque point du milieu oscille sinusoïdalement, mais l'amplitude de cette oscillation est modulée par ce terme-là. On a une amplitude qui dépend des distances D2 et D1, respectivement aux sources S1 et S2. Modulation de l'amplitude. Voilà. Donc finalement, l'amplitude de l'onde résultante, ce qui m'intéresse, c'est sa valeur absolue. Est-ce que ça oscille fort ou pas? Donc j'écris ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est même la valeur absolue de cette amplitude, pour savoir si ça oscille fort. Donc cette amplitude, c'est le terme 2A cos de tout ça, pi D2 moins D1 sur lambda, en valeur absolue. Je veux savoir où cette amplitude est grande dans l'espace. Dans le plan du tableau, disons. Alors, quand est-ce qu'un cosinus est maximum en valeur absolue? Lorsque l'argument, donc pi fois D2 moins D1 sur lambda, alors réfléchissez mathématiquement, cosinus x, valeur absolue de cosinus x maxi, ça veut dire égal à 1. Ça veut dire que x, l'argument doit être égal à quoi? Quelles sont les solutions? 0 modulo 2pi? Modulo pi, voilà. Parce que moins 1, en valeur absolue, ça fait 1. Donc c'est multiple, ce sont tous les multiples entiers de pi. Donc ça veut dire en simplifiant, ça veut dire que D2 moins D1 est un multiple entier de la longueur d'onde. Voilà, il suffit qu'il y ait un écart d'une longueur d'onde ou deux, ou d'un nombre entier de longueur d'onde entre ces deux distances D2 moins D1 pour avoir une amplitude maximum. Ça correspond à peu près à ce qu'on pouvait prévoir intuitivement. Maintenant, quand on voit ça, mathématiquement, ça donne une solution, ça donne la forme générale de ces courbes-là. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce genre de courbe? Regardez, D1 c'est ça, D2 c'est ça. Je cherche la forme des courbes dans l'espace, enfin dans le plan ici, telle que la différence de ces deux distances soit une constante. Mais c'est une hyperbole. Hein. Donc, alors ok, ça veut dire que c'est plus au grade. Donc, la forme générale D2 moins D1 égale constante. Ça nous dit que ces courbes-là, ce sont des hyperboles. Donc, tout à l'heure sur le dessin, ce que je vous ai fait souligner en rouge, bah, c'est une partie d'une hyperbole. Et précisément ce qu'on appelle des hyperboles de foyer S1 et S2, hyperboles. Alors je note précisément comme ça, si un jour vous faites ça en maths, de foyer S1 et S2. Vous verrez précisément ce que je veux dire. Bon, donc les hyperboles en gros, hein, vraiment à vue de nez comme ça,
Vous avez un axe comme ça, S1, S2. Voilà, je dessine l'allure d'une hyperbole. Une hyperbole, ça finit droit. Il y a une asymptote qui est une droite. Hein. Voilà. Voilà, une hyperbole. Il y en a aussi donc, qui partent dans l'autre sens. Donc au départ, c'est vertical. Puis hop, ça part. À la fin, suivant une droite. Bon, voilà. Donc si on était dans l'espace, on n'aurait pas juste des traces d'hyperbole comme ça. La solution générale, elle serait donnée par la rotation de cette figure dans l'espace, autour de l'axe S1, S2. Je ne sais pas si vous visualisez un petit peu le truc. Vous faites tourner, imaginez, vous faites tourner le tableau autour de l'axe S1, S2 et vous demandez ce que ça génère quand ces courbes-là balayent l'espace. Ça fait ce qu'on appelle des hyperboloïdes de révolution. On reverra ça en optique ondulatoire. Voilà, ça c'était le cas où les interférences sont constructives. Hein. Voilà, amplitude maximum, interférence constructive. Il faudrait que je le mette quelque part ce mot-là. Alors importante, vous mettez à côté de importante, on dit qu'on a des interférences constructives dans ce cas-là. Bon, de même, il est immédiat de montrer que pour avoir des interférences destructives, c'est-à-dire qui s'opposent au maximum, j'ai écrit on montre de même, faites-le à titre d'exercice, que l'amplitude minimale, à savoir 0 en l'occurrence, correspond aux zones où il y a cette différence pif, alors je vais noter autrement, cette différence de distance d2 moins d1 ne vaut pas un nombre entier, mais ce qu'on appelle un demi-entier, c'est-à-dire elle est du type n plus 1,5 lambda avec n un nombre relatif. Voilà. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a des interférences destructives. Alors, je vous montre ici sur le schéma maintenant. Ce sont les zones bleues. Ici, une ligne de points bleus, c'est une ligne où l'amplitude est particulièrement faible. Elle peut être complètement nulle même si l'amplitude de chacune des deux ondes émises par S1 S2 est la même. Alors, visualisation sur une animation. Voilà. Vous avez les deux sources qui tapotent dans l'eau, hein, par exemple. Et ce qu'on voit ici, par exemple, le long d'une ligne bleu, rouge, qu'est-ce que c'est? Ben, rouge, ça correspond au sommet d'une vague, et bleu, ça correspond au creux des vagues. En fait, au niveau du rouge, vous avez la hauteur maximum multipliée par 2. C'est une superposition constructive de deux vagues. Et le bleu foncé, c'est une superposition des deux creux. Donc, on peut dire superposition constructive des creux. Donc ça veut dire que les points qui oscillent, comme le point qui est représenté par la souris, par la flèche de la souris, là, si vous avez un point qui est sur l'eau à cet endroit-là, là où il y a la flèche, eh bien, il passe d'une amplitude maximum à une amplitude vraiment minimum, très importante. Donc 2 fois la hauteur due à une source et 2 fois le creux dû à une source. Si par contre, vous êtes sur une ligne comme celle-ci, là où il y a la souris exactement, là où il y a la pointe de la souris, vous voyez qu'en fait l'amplitude ne varie quasiment pas. Si l'amplitude des deux ondes émises par les deux sources est égale, sur ces zones-là, c'est le calme plat. C'est quelque chose qu'on reverra avec la lumière. Lumière plus lumière, ça peut donner rien, de l'obscurité. Dans certaines zones. Ce qu'on appelle les interférences lumineuses. Voilà. Alors, comme ça va être l'heure,
je vais vous donner quand même un polycopier qui vous dit ce qui se passe dans le cas général où les ondes que l'on superpose ne sont pas de même amplitude et éventuellement pas non plus de même fréquence. Là, j'ai traité les cas séparément. Si on mélange un petit peu tout, eh bien, la meilleure méthode, c'est de travailler en complexe et de représenter les perturbations des deux sources avec des nombres complexes représentés dans le plan complexe, hein, plan de Cauchy. Donc, vous lirez ça et si vous avez un petit peu de temps ce week-end, ça serait bien aussi d'aller regarder les 2 pages derrière sur les séries de Fourier. Parce que, bon, vous l'avez fait un petit peu en électricité avec M. Schneider, ça va nous servir bientôt pour les ondes, des compositions en série de Fourier. Donc je rappelle ce que vous avez dû voir déjà en électricité. Voilà, donc je vous souhaite bonne lecture.